Une mort sociale. On va vers une mort sociale. Si vous transformez le pass sanitaire en un pass vaccinal et que donc vous n'avez plus la possibilité d'accéder au lieu, parce que vous ne cédez pas entre guillemets au chantage d'aller vous faire injecter ces produits expérimentaux, à ce moment-là, vous êtes effectivement mort sociale. C'est une sanction absolument inédite, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il s'agit d'une perte de citoyenneté, puisque finalement on conditionne l'accès à la citoyenneté au droit civique à la prise d'un traitement. On n'a jamais vu ça. C'est-à-dire qu'à partir, dans nos sociétés, à nous, tout homme, comme on l'a dit, naît et demeure libre et égaux en droit. Parce que, comme a dit Marc, alors, ceux qui ne sont pas vaccinés ont le droit de payer des charges, donc des aides, mais n'ont pas le droit aux contreparties. Bonjour Diane Prota et Marc Gauthier. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans l'émission Esprit français. Et est-ce que tout d'abord, vous pouvez vous présenter d'abord Diane et après Marc? Bonjour à tous, je vous remercie pour votre invitation. Je m'appelle donc Diane Prota et je suis avocat au barreau de Paris depuis l'année 2008 et j'ai une spécialité dans ce qu'on appelle la réparation du préjudice corporel, c'est-à-dire la réparation des accidents pour les victimes, que ce soit les accidents de la route ou par exemple les accidents qui peuvent survenir dans le cadre de traitements médicaux. Moi, merci à nouveau pour votre invitation également. Moi, je suis donc Marc Gauthier, j'ai à peu près 20 ans de juriste derrière moi en tant que carrière professionnelle. Je suis intervenu un petit peu dans plusieurs domaines. J'ai d'ailleurs commencé ma carrière en cabinet d'avocat pendant une douzaine d'années et ensuite j'ai fait des sociétés privées de tous ordres, y compris le secteur associatif. Et aujourd'hui, nous allons parler justement des nouvelles mesures sanitaires du gouvernement français. Donc, il veut accélérer justement les mesures sanitaires. Par exemple, à partir de 15 janvier. Du 15 janvier, le gouvernement, il veut, on peut dire, transformer le pass sanitaire en pass vaccinal et aussi, peut-être bientôt, généraliser le pass sanitaire dans l'ensemble de l'entreprise. Et alors, quelle est votre première réaction? Honneur aux dames. Bien, la première réaction, c'est quand même la stupéfaction et la stupeur. C'est un dernier pas que le gouvernement est en train de franchir dans la mise en œuvre d'une obligation vaccinale pour tout un chacun, mais avec quand même quelque chose qui est anormal, c'est de ne pas le dire honnêtement. Vous l'avez dit, en Italie ou dans d'autres pays européens qui ont fait les mêmes choix, on a dit clairement aux gens, c'est une obligation vaccinale. Si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pourrez pas aller travailler, vous ne pourrez plus participer à la vie sociale de la société. En France, on a décidé avec le gouvernement d'aller par voie de règlement, c'est-à-dire que c'est le ministre, au lieu du Parlement, qui a pris chaque fois des nouvelles dispositions comme un goulot d'étranglement. C'est-à-dire qu'au départ, le pass vaccinal s'était limité au rassemblement de 5000 personnes, un concert de Beyoncé, ou que sais-je encore, et petit à petit, on a diminué le sphère des libertés en imposant, après ce pass, pour des activités de la vie quotidienne, alors qu'on nous avait dit que ça ne serait pas le cas. Ensuite, on a déremboursé les tests pour les non-vaccinés, qui, quand ils les font, doivent payer, contrairement aux gens qui sont vaccinés. Et maintenant, ensuite, on a réduit la durée des tests de 72 à 24 heures, et ce qui est évidemment une obligation vaccinale. Et maintenant, on nous dit, en parlant de ces nouvelles dispositions, que c'est plus un pass sanitaire, mais un pass vaccinal. Donc je pense qu'il faut avoir le courage de dire qu'il s'agit d'une obligation vaccinale et que normalement, c'est le Parlement qui doit se prononcer dessus. Ouais, je suis complètement d'accord avec ce que vient de préciser Diane. Alors, j'aimerais quand même le goulet d'étranglement, il a été mis dès le départ. Et je pense que si le goulet d'étranglement est à ce stade à l'heure actuelle, c'est parce que, indirectement, collectivement, on a laissé faire. Vous avez quand même pas mal de pays qui auraient pu montrer un petit peu plus de résistance par rapport à ce qui est en train de se passer. Et en fait, je pense, à titre personnel, que s'ils ont pu mettre un tel goulet d'étranglement, qui n'est pas fini, hein, parce que là, à mon avis, on n'est qu'au début, mais ça, c'est qu'un avis personnel, c'est parce que on a fait peur aux gens. On a fait peur aux gens du matin au soir, avec des chaînes d'information qui reprenaient bien sûr le nombre de morts qui augmentait, ce qui est absolument normal. Mais justement, j'aimerais, parce que j'ai des chiffres ici de l'État français, donc vous avez le rapport de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, dit ATIH. Les hospitalisations Covid-19 représentent 2% de la totalité des hospitalisations en France en 2020. Dans les réanimations, c'est 5%.
Donc si vous voulez, dans le même temps, on ferme 5700 lits, alors qu'on est censé être en guerre. Donc pourquoi est-ce qu'on ferme 5700 lits en guerre? Pourquoi est-ce qu'on réquisitionne des TGV pour ramener les malades du Covid en Suisse, en Allemagne ou ailleurs, alors que les hôpitaux privés, les cliniques privées ont été pas ou très peu sollicités, alors qu'ils avaient de la place? C'est uniquement l'hôpital public qui a pris sur elle la charge maximale. Vous avez une analyse de l'Institut national d'études démographiques, donc c'est l'INED, donc c'est tout à fait officiel, voilà, de mars 2021, qui est le numéro 587. Nombre de décès réellement liés à la Covid-19 en 2020, 68 000. Donc c'est pas les 100 000 ou 110 000 ou 120 000 que vous entendez, c'est 68 000. Le pourcentage des morts Covid par rapport à la population mondiale. Donc là c'est pareil, c'est l'ONU. Donc l'ONU n'est pas non plus un organisme complotiste, hein. En tout cas il faudra qu'on me le prouve. Alors vous êtes à 0,06% de morts de la Covid par rapport à la population mondiale. Donc si on met ces chiffres et ceux que vient de dire Marc en balance avec la perte de droits civiques pour les personnes non vaccinées, mais que ce soit en France ou en Europe ou d'ailleurs dans d'autres pays du monde, j'avoue qu'on ne comprend pas. Et d'après vous, est-ce que ces mesures sont conformes à la Constitution et au droit? Alors, sincèrement, absolument pas. Pas du tout, parce qu'il faut voir, on pourra reparler des conventions internationales, mais le droit en France et aussi dans les pays européens qui appartiennent à l'Union européenne. Les textes européens sont supérieurs à tous les autres textes des pays. Alors, en France, qui fait partie de l'Europe, au plus haut niveau, il y a la Convention européenne des droits de l'homme. Celle-ci prévoit l'interdiction des traitements inhumains et dégradants, le droit au respect de la vie familiale, par exemple, l'interdiction aussi d'imposer des peines aux personnes sans qu'elles aient été condamnées, parce que, par exemple, faire payer 50 € tous les jours aux gens qui ne sont pas vaccinés, c'est une peine, hein, c'est une obligation vaccinale, c'est quelque chose qui est une sanction. Et puis surtout, la sanction est hallucinante, parce que ça revient à désactiver socialement les gens. À partir du moment où vous dites aux gens qu'ils ne peuvent plus travailler, qu'ils ne peuvent plus se rendre à l'hôpital, qu'ils ne peuvent plus prendre les transports en commun, qu'ils ne peuvent plus participer à quoi que ce soit, alors ça n'a rien à voir, c'est une sanction absolument inédite, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il s'agit d'une perte de citoyenneté, puisque finalement on conditionne l'accès à la citoyenneté au droit civique à la prise d'un traitement. Et justement, on peut juste d'abord, parce que vous avez apporté le sujet, donc quelles sont les conséquences en fait pour les Français non vaccinés qui sont vraiment visés par ces mesures? Une mort sociale. On va vers une mort sociale. Si vous transformez le pass sanitaire en un pass vaccinal et que donc vous n'avez plus la possibilité d'accéder au lieu, parce que vous ne cédez pas entre guillemets au chantage d'aller vous faire injecter ces produits expérimentaux, à ce moment-là, vous êtes effectivement mort sociale. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont plus ou moins déjà fait, et pas qu'en France. En Autriche, ils ont, je crois, pendant un temps court, suspendu les allocations au chômage aux gens qui en bénéficiaient, mais qui ne voulaient pas se faire vacciner. En France, vous avez une quinzaine, je crois, de départements socialistes qui ont proposé de supprimer le RSA aux gens, pareil, qui refusaient de se faire vacciner. Donc, au niveau mort social, on y est. Il faudra peut-être mettre ça dans le code pénal au niveau de nouvelles infractions. Je ne sais pas ce que tu en penses, Diane, mais à mon avis, on y vient. Tout comme les nouvelles formes, on va dire, d'autoritarisme, ça aussi, c'est un sujet vaste, on pourrait le développer. Mais en gros, vous arrivez en fait à un État qui force sa population à faire quelque chose qui est complètement illégal par les traités internationaux et par le droit européen, à savoir on ne force pas les gens à se faire injecter des produits, que ce soit par l'arrêt Wawrinka du 8 avril 2021, avec les critères qui ne sont absolument pas remplis pour la Covid-19, ou que ce soit simplement parce que vous violez non seulement la lettre, mais aussi l'esprit des traités internationaux qui protègent les droits de l'homme et les conventions européennes, pareil. Le pass sanitaire, on peut en parler, qui se transforme en pass vaccinal, dès qu'il a été mis en place, il a été illégal. Pourquoi? Parce que vous avez un règlement européen numéro 2021/953 du 14 juin 2021, publié au journal officiel le 15 juin 2021, qui explique clairement que tous les États membres de l'Union européenne, s'ils veulent mettre un pass sanitaire en place pour favoriser les déplacements entre les différents États, ne doivent mener à aucune forme de discrimination. Or, qu'est-ce que l'on constate? C'est tout l'inverse qui s'est passé depuis le début. Les discriminations ont tombé, on n'a plus sur la tête de toutes les personnes qui refusaient d'en avoir un, puisqu'ils ne pouvaient pas du tout avoir les mêmes droits que les autres citoyens, se déplacer librement, etc. Donc, si vous voulez, quand vous regardez même ne serait-ce qu'un dictionnaire, vous vous rendez compte que c'est un apartheid. L'apartheid, je le rappelle aux gens, quand même, ne prend pas scientifiquement et étymologiquement le critère racial. Donc ce qui est en train de se passer là, c'est un apartheid. Et tout le monde accepte. Et je rebondis juste, quand même, pour que les gens puissent avoir une idée assez claire, sur tout ce qui a été violé au niveau juridique pur. Donc en tant que professionnel du droit, ça donne tout ça.
tout ça. Aussi bien au niveau national, européen qu'international. L'obligation vaccinale, par exemple, vous avez la Convention Oviedo, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Déclaration d'Helsinki, la Déclaration de Genève, le Code de Nuremberg, le serment d'Hippocrate, bien sûr. Droit européen, vous avez la CESDH, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le règlement européen que je vous ai cité tout à l'heure, l'arrêt de la CEDH, le VABRICA, le règlement général de protection des données personnelles aussi par rapport aux informations qui circulent, les résolutions du Conseil de l'Europe, et puis bien sûr je passe sur tout ce qui est national, puisqu'une fois que le Conseil constitutionnel a dit qu'il n'y a pas de problème, et ben dans ce cas-là, on balaye d'un revers de main tout le reste. Tout ça pour faire comprendre aux gens un truc très important. À partir du moment où le peuple est dépossédé du pouvoir souverain qu'il a, parce que les élites font à peu près sur le plan juridique n'importe quoi, et que les juges qui font partie du pouvoir judiciaire refusent de faire leur métier correctement, à savoir rétablir la séparation des pouvoirs qu'il y a entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire, à ce moment-là, il faut comprendre qu'on a déjà vrillé vers autre chose. On est déjà passé de l'autre côté du miroir. Et que donc vous avez un état de droit qui est déjà à terre, vous avez des principes démocratiques et républicains qui sont également bafoués jusque dans leurs fondamentaux eux-mêmes, vous avez les dérives d'une nouvelle forme d'autoritarisme, voire de totalitarisme, et là je ne parle pas uniquement de la France, je parle de tous les pays qui ont été axés dans cette démarche par rapport à ces produits, notamment, encore une fois, expérimentaux, parce que je rappelle que les produits expérimentaux, la phase 3 n'arrivera à échéance qu'en 2022, fin 2022 pour les plus tôt, et 2023 pour les autres. Donc on y est clairement. Donc, si vous voulez, quand vous arrivez à un stade de constat scientifique de ça, honnêtement, chaque citoyen, en fait c'est le point que je veux dire, chaque citoyen à un moment donné va devoir se poser la question pour lui-même, avec sa propre conscience, avec sa propre âme. Qu'est-ce que je peux faire pour essayer de rétablir l'odeur de sainteté de toutes ces institutions qui ont disparu ? Parce que là, on parle ensemble de façon très courte, en quelques minutes. Mais si vraiment on devait prendre des heures pour développer, je peux vous assurer que ça ferait peur à plus d'une personne. Bien plus que le Covid. Bien plus. La fin de l'état de droit, c'est aussi le fait qu'on voit un État qui extorque le consentement des gens. Le problème que l'on a, c'est qu'à partir du moment où en fait, tout le droit a été foutu par terre, pour la faire simple. À partir du moment où tout le droit a été foutu par terre, en fait, vous pouvez vous battre sur quasiment toutes les branches du droit. Le droit du travail qui a été violé, le droit de la sécurité sociale, le droit commercial, le droit international, tout, absolument tout. Donc du coup, ça donne beaucoup de travail à faire, mais c'est pour ça que si dès le départ, on avait été raisonnable, on avait été scientifique, correct et neutre, et qu'on avait dit, ah non, on applique la pyramide de la hiérarchie des normes, tout ce que vous faites là au niveau national, que ce soit en Italie, que ce soit en France ou dans d'autres pays, peu importe. Si on avait fait ça dès le départ, on n'en serait pas là. Et puis je rajouterais aussi une petite chose, c'est que de toute façon, même si c'était le cas, que toute cause est perdue d'avance, je dis bien même si c'était le cas, ce qui n'est pas le cas, mais même si c'était le cas, quand vous savez que votre cause elle est juste, elle est droite, elle est légitime, elle est morale, elle est éthique, j'ai même envie de dire elle est spirituelle, peu importe, vous vous battez jusqu'au bout. Et moi je dirais gardez espoir, l'histoire n'est pas finie, et à chaque fois que l'humanité a traversé des moments particulièrement durs et désagréables, elle s'en est sortie.